Jules, tu sais que t'es bel homme. Ah, bonjour! Excusez-moi, je suis avec Jules César. Je te repose, Jules. Voilà, il va nous écouter de là-haut. Bienvenue encore dans une vidéo de les lectures de Sabrina. Sabrina, c'est moi. Aujourd'hui, j'ai 3 jolies lectures à vous parler. Donc, sans plus tarder, là, j'ai Pauline qui me regarde. Attends, je vais prendre une photo pour vous la montrer. Elle est spectatrice dans les estrades. Pauline! Elle nous regarde dans les estrades. Je vais vous montrer la photo à côté. Je fais ça live. C'est tellement incroyable. Au menu, cette semaine, sans plus tarder. J'ai 3 lectures à vous présenter cette semaine, dont 2 qui sont vraiment une recommandation de lecture que je vous fais. D'abord, on va commencer par l'affaire Jennifer Jones de Anne Cassidy, qui est un roman jeunesse, qui a été publié en 2004. Un bout, un esti de gros bout, mais c'est encore tellement d'actualité. Ensuite, je vous parle de ce qui est sorti, je pense, c'est 2025, je ne sais pas, je vais regarder ça plus tard. Jacaranda de Gaël Faye, j'avais lu Petit Pays, puis j'avais adoré littéralement, puis ça c'est encore très beau, même si j'ai préféré Petit Pays, mais je vous en parle plus tard. Et le dernier dont je vous parle, c'est, je me rappelle plus du titre, à chaque fois je me mélange. Merci Gogo, tu vas me dire. C'est aux éditions à lire, l'image est déjà là, donc vous le savez. Attendez, je me sens pas si mal que ça, mais quand même. Oh, ma spectatrice est descendue dans les estrades. Hey. Ça m'énerve, ça, là. Je vais le mettre en rapide, là. Hey, ça m'énerve. Ah ouais, grosse conne. C'est quoi? Ah, là, je l'ai. Attendez. La maison au tatouage dansant. Tout cette mise en scène, pour ça, à chaque fois, j'oublie le titre. Je vais mal le garder là parce que je l'oublie tout le temps. Donc, sans plus tarder, on commence notre chronique littéraire parce que je suis une grande chroniqueuse littéraire. C'est parti. OK, le premier livre dont je vais vous parler, c'est L'affaire Jennifer Jones de Anne Cassidy. Je l'ai trouvé au hasard à la bibliothèque. Je marchais, des fois je vais voir dans la section jeunesse, mais moi les romans jeunesse, des fois j'ai un peu de misère parce que je trouve, on dirait qu'il manque tout un petit quelque chose qui fait pas adulte ou je suis rendue trop vieille pour ça. Et j'ai vu ça comme une intrigue, j'ai trouvé ça intéressant, je l'ai pris et sérieusement là, un gros coup de cœur. C'est publié en 2004, donc ça fait 22 ans là, fait bout, là. Et la pluie a passé, le temps a passé, il s'est passé bien des affaires depuis 2004, j'étais au secondaire. La madame est rendue une vieille madame. Oh oui, ma tante Sam est rendue une vieille madame. Et ça a gagné le prix du meilleur livre ado en Angleterre. C'est quoi? Jennifer Jones, c'est une petite fille. Bon, OK, je sais pas trop comment le commencer. Elle, Jennifer Jones, quand elle avait 10 ans, elle a assassiné Michelle, sa meilleure amie. OK? Je vous dis pas comment est-ce qu'elle l'a assassiné, je vous dis pas comment ça s'est passé, c'est à vous de le découvrir. Le roman s'ouvre sur Jennifer Jones, qui s'appelle maintenant Alice, je me rappelle plus du nom de famille, faudrait que je me prépare avant de faire mes vidéos. Alice Tully, hein, ça fait assez télécommunautaire, mon affaire. Elle vient de sortir de prison, elle a 17 ans, elle a vécu sa peine de 6 ans de prison et elle veut vivre une vie normale. Là, elle a pu changer de nom, elle est sortie de prison il y a je pense un peu un an, mais ils viennent de l'annoncer. Ils n'ont pas annoncé où elle était, qui elle était. Elle a changé physiquement. Et elle aimerait vivre une vie normale, aller à l'université et tout ça. Mais dans le village où elle vit avec une travailleuse sociale, elle vit plus avec sa mère, qui est une crise de grosse conne, disons-le. Je suis dure, là, mais elle me choquait tellement dans le roman. Et elle se rend compte à un moment donné qu'il y a un détective privé qui arrive dans le village qui est à la recherche de Jennifer Jones parce qu'il sait qu'elle est sortie de prison, mais il sait pas que c'est elle en lui parlant. Et là, elle se met à paniquer. Elle revisite tout son passé et elle se demande est-ce que je vais pouvoir enfin avoir une vie normale. La première partie, c'est ça. La deuxième partie, il y a comme 3 parties au roman. La deuxième partie, c'est toute son histoire où on comprend que elle a eu toute son histoire d'enfance jusqu'au meurtre de sa meilleure amie. Puis on comprend qu'elle a eu une enfance assez difficile, pas de violence nécessairement, mais une mère présente mais instable et narcissique en même temps, très centrée sur elle-même, qui la laissait à elle-même aussi. Puis un jour, elle a déménagé dans un quartier avec sa mère et elle a rencontré Michelle, qui était une petite voisine. Et là, le drame va se produire quelques mois plus tard. Et la dernière partie du roman, on revient à aujourd'hui. Comment est-ce qu'elle va gérer ça, l'idée que les médias sont à sa recherche. Le roman, là, il est hyper bon. Pour moi, là, ça, c'est de la Christy de bonne littérature jeunesse, là, tu sais. On s'adresse aux jeunes intelligemment, puis même moi, là, qui a 38 ans, je lis ça, puis je trouve que c'est encore hyper d'actualité. Est-ce que tu as le droit de revivre une vie après avoir fait un meurtre quand tu as payé ta dette? Est-ce que la société est en droit de savoir où t'es, qu'est-ce que tu fais, parce que t'es quand même quelqu'un de... Je vous donne pas le punch de l'histoire de l'assassinat ou du meurtre, mais t'as payé ta faute, est-ce que t'es dangereux? Est-ce que tu es jusqu'à la fin des temps un peu esclave
de vivre une vie je dis pas dans la lumière, mais où les gens vont jamais te laisser tranquille. Les personnages là-dedans, là, sont exécrants. Sa mère, là, je pense que je l'aurais giflé. Sa mère qui est jeune mannequin, puis qui veut devenir mannequin, puis qui va lui demander quelque chose pendant le roman, là, où je suis comme, mais je vais vous gifler, madame. Appelez la DPJ, c'est dégueulasse. Mais c'est une mère perturbée, c'est une mère instable, c'est une mère extrêmement narcissique, comme je l'ai dit plus tôt. Son copain, à 17 ans, il m'énerve en tabernacle, lui, là, parce qu'il sait pas qu'elle est Jennifer Jones. Lui, il pense, les seuls gens qui savent, c'est qui Jennifer Jones, c'est elle, la travailleuse sociale, puis je pense une genre de, pas de juge, là, mais quelqu'un qui travaille comme dans le juridique et tout ça. Il y a juste 3 personnes qui savent qui elle est, c'est quoi son nouveau nom et où elle vit. Puis son chum, je le trouve tellement comme insistant. Je sais pas si c'est ça que l'auteur voulait faire, mais qu'est-ce qui m'énerve? Je suis comme, lâche-le, c'était ce loser-là. Et la petite fille, bon, là, je vais manquer un peu de cœur, OK? Mais la petite fille qu'elle assassine, c'est Michel, 10 ans, puis c'est une petite tabarnak d'emmerdeuse, une petite connasse qui me tapait tellement ses nerfs. Je ne dis pas qu'elle méritait de mourir, mais elle était gossante en crise. Je mérite pas de mourir pour ça. Mais elle était gossante en bon temps. La petite Michelle, l'aurait ramassée par les cheveux. Je suis comme, toi, tu te comportes autrement, OK? Mais, un super roman que je vous conseille, qui est vieux, mais t'es encore d'actualité, sur un sujet super intéressant. Je vous laisse découvrir c'est quoi l'histoire, c'est quoi le meurtre, comment ça s'est passé, l'intrigue. Super bien mené, publié en 2004, Anne Cassidy, l'affaire Jennifer Jones. Moi, je n'ai que du bon à dire de ce roman-là. On passe maintenant au deuxième livre dont je veux vous parler. C'est Jacaranda de Gaël Faye. Pourquoi je l'ai dit avec un accent anglais? Gaël Faye. Faye, je pense. Lui, il avait écrit Petit Pays. Ils ont fait un film avec ce livre-là aussi. J'ai lu le livre avant de voir le film, ou le film avant, je sais pas, je l'avais-tu vu en France? C'est dans le passé, je m'en rappelle plus. Mais ce roman-là, Petit Pays, j'avais adoré. Ça parle du génocide Tutsi Hutu au Rwanda en 1994, je dis en 93, mais c'est 94. Et là, il revient avec un autre roman sur ce sujet-là, mais l'après génocide. C'est super beau. J'ai adoré, je le recommande fortement, mais moi, j'aurais pris plutôt comme un angle différent, mais là, ça, c'est moi. Jacaranda, d'abord, c'est un arbre. Là, j'ai fait mes petites recherches, je vais pas dire historiques, mais d'arboristerie, je sais pas, de biologie des plantes et des arbres. Et le jacaranda, c'est un arbre, je vais mettre une photo à côté ici, magnifique, qui a des fleurs mauves, violettes. Ça doit être incroyablement beau. Mais là, j'ai lu, parce que moi, ici, fait mes recherches. Madame, ici, a fait ses recherches. Ma tante, elle se laisse pas voir. Le jacaranda, c'est un arbre qui pousse plus en Amérique du Sud, qui est originaire d'Amérique du Sud. Fait que là, s'il y en a au Rwanda, ça a dû être amené. Mais ça intéresse-tu quelqu'un? Non, pas vraiment. L'important, c'est que l'arbre est très beau. Le roman, c'est Milan. Milan, qui est un petit garçon... Là, je vais lâcher le livre. Un petit garçon français, qui, lui, son père est français et sa mère, elle est rwandaise. OK? Lui, il a grandi en France, il n'est pas né au Rwanda. Et sa mère, qui est une mère froide, a fui le Rwanda quand elle était jeune, donc avant le génocide, mais elle n'en a jamais parlé à Milan. Elle lui a jamais donné cette culture rwandaise-là. Et un jour, en 95, avec sa mère, il part visiter la famille au Rwanda, mais lui, il n'a jamais connu sa famille. Et là, il va découvrir un pays traumatisé par ce génocide-là. Et le roman, c'est à travers peut-être 20 ans, à peu près, peut-être un peu plus, il va revenir au Rwanda en vieillissant, puis il va découvrir un pays qui essaie de se reconstruire après ce drame-là. Si vous savez pas c'est quoi le génocide des Tutsis et des Hutus au Rwanda, c'est arrivé, là j'ai les dates, du 7 avril au 17 juillet 1994. Là c'est compliqué, c'est une histoire hyper compliquée, mais c'est un génocide culturel où les Hutus ont voulu éliminer les Tutsis, qui sont deux... Là c'est compliqué parce qu'il y avait la colonisation qui a séparé deux cultures, deux ethnies qui vivaient bien ensemble, qu'ils ont fait croire qu'un était contre l'autre. C'est hyper compliqué, je vous laisse aller le découvrir, mais du 7 avril au 17 juillet, ça a été le massacre. Les Hutus massacraient à la machette, à la mitraillette, ou marteau, ce que vous voulez, des milliers de Tutsis. En fait, on peut parler d'une genre de guerre civile. Puis là, j'ai les chiffres. Là, est-ce que les chiffres sont exacts? On ne sait jamais en histoire, mais c'est entre 800 000 et 1 million de victimes en l'espace de quelques mois. Ça s'est pas développé en une soirée, là, ça datait même dans les années 60-70, il y avait des tensions. Donc,
Milan revient dans ce pays-là, puis il découvre des gens qui doivent vivre avec l'après. Comment tu vis avec l'après de tout ça? Parce qu'il faut vivre, puis il va falloir continuer. Comment est-ce qu'on pardonne? Parce que ton voisin, il a peut-être massacré un membre de ta famille, ben, il va falloir continuer à vivre. Puis c'est surtout aussi sur les jeunes générations qui n'ont pas vécu ça, qui sont nés après 1994, qui vivent avec la lourdeur de leurs ancêtres, la lourdeur de l'histoire. Comment est-ce que eux vivent avec ce souvenir-là, avec cette imposition-là, une jeunesse qui veut vivre, qui veut revivre, qui veut construire autre chose. Il y avait un côté super intéressant sur les Gassasa. Puis là, j'aurais aimé ça qui développe plus là-dessus. C'était des tribunaux populaires, OK, qui avaient été créés. Là, je sais pas si je dis de la merde, là, mais après le massacre, ou peut-être que ça a ses origines, j'ai pas fait mes recherches. Mais attends, on t'a pas fait ses recherches là-dessus. Sur en fait, c'était des tribunaux sociaux où on se réunissait, on sélectionnait des gens qui allaient être des juges, et ça permettait aux victimes de s'exprimer, de juger une personne retrouvée qui avait fait du mal pendant le génocide. Et là, il y avait toute une discussion, c'était ouvrir la parole, et les gens allaient juger cette personne-là. Donc, tu vas avoir 10 ans de prison, 15 ans de prison, ou quoi que ce soit. C'était super intéressant, j'aurais aimé ça en avoir plus. Il y a vraiment juste un chapitre où un personnage raconte son histoire, il a retrouvé le meurtrier de sa famille, là, il veut le juger. C'est tellement émotif, c'est tellement beau, puis c'est une façon de revivre ensemble, de dire « Hey, on va s'asseoir, on va parler, là. Il n'y aura plus d'armes, il n'y aura plus de machettes, on va s'asseoir, on va discuter, puis on va juger ce que tu as fait, assume, et on va assumer de notre côté un jugement, essayer d'être partial, même si c'est peut-être quasi impossible là-dedans. » Ça, j'en aurais pris tellement plus. Et le roman est un peu genre, là, OK, je vais dire le mot sentimentaliste. Il y a beaucoup de sentimentalisme, mais je dis pas ça négativement, OK? Je comprends qu'après une grosse tragédie comme ça, il y a de l'émotion, OK? C'est tout à fait légitime. Mais moi, j'aurais pris plus de moments historiques là-dedans, là, plus de justement comprendre les Gassasa, comprendre ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on a essayé de rétablir ça gouvernementalement et tout ça. Et il va plus dans l'émotion des personnages qui est magnifiquement beau aussi. Donc, vraiment, allez lire ça. Vous pouvez lire Petit Pays avant ou après. C'est pas une grosse affaire, mais Jacaranda. Là, j'ai dit, quelle année c'est publié cette affaire-là? 2024. Donc, ça fait peut-être 1 an, 2 ans, dépendamment du moment où vous écoutez cette vidéo-là. Peut-être la réécouterez-vous dans 20 ans. Mais vraiment, un beau roman, très touchant, difficile, sur une tragédie de l'humanité. OK, dernier roman dont je vais vous parler, que je suis un peu... J'ai pas détesté ma lecture, mais j'ai pas trouvé ça extraordinaire non plus. C'est je me souviens toujours pas du titre, faut que je le lise. La maison au tatouage dans le sang de Philippe Aubert-Côté, qui est publié, là c'est sorti je pense en 2026, oui, cette année, bon, tard que la vie va vite. Chez les éditions Aller. Moi, j'aime beaucoup l'horreur. Fait que quand j'ai vu ça, une horreur québécoise, j'ai sauté dessus, je l'ai lu. Et l'idée est bonne, la généralité est bonne, mais j'ai quand même quelques moments où j'ai fait comme « Ah, ça n'a peut-être pas marché pour moi ». Donc, le livre est publié en 2026. On est dans un Montréal, j'imagine, futuriste. Là. Le but de l'histoire, c'est pas futuriste, mais on a inventé des machines qui permettent de lire les rêves, OK? C'est comme une grande structure dans un bâtiment à Montréal où des gens disent « Moi, je veux que tu Là, c'est compliqué à expliquer. Là. C'est du science-fiction future. Là, ça fait péter les cervelles, tout ça. Là. Les cervelles, la cervelle, on en a juste une. On a juste une, puis on s'en sert pas toujours. Donc, je reprends. Dans le futur, on a réussi à créer des machines où quand tu dors, tes rêves peuvent se recréer le temps du rêve, le temps de la nuit, et ils sont enregistrés, ils sont filmés. Et dans cet établissement-là, de nuit, les gens dorment, on enregistre les rêves, et de jour, ces rêves-là sont remodifiés pour garder l'essentiel et on peut faire de l'art avec ces rêves-là. Donc, des gens vont venir visiter l'endroit, ils peuvent voir les rêves des dormeurs, un peu oniriques, quelque chose là-dedans. Ce roman-là, c'est un gros mélange entre, de un, Le Magicien d'Oz, de deux, Leatherface dans Massacre à la tronçonneuse, et il y a une petite coche d'Oniria de Patrick Sénécal. Et il y a La Bolduc. La Bolduc, découragez-vous pas, ça va venir. Là, madame, comment est-ce qu'elle s'appelait, elle? Madame Edouard Bolduc, parce que dans le temps, une femme ne pouvait même pas prendre son prénom, elle prenait le nom de son époux. Mary Travers, je pense que c'est ça. Mais tu sais, c'est subtil, là. Il y a un petit encouragement de la Bolduc. Et là-dedans, on suit Ender. Ender, qui est un petit garçon d'une famille turque, québécoise d'origine turque. Lui, sa job de nuit, c'est d'être gardien dans cet endroit-là, OK? Fait que lui, il faut qu'il aille inspecter, voir si tout se passe bien. Et il va croiser des rêves. Mais la règle, c'est qu'il faut pas
les regarder plus que 3 à 6 secondes, sinon on est hypnotisé, puis là, le rêve peut prendre le contrôle de nous. Il peut pas nous attaquer, nous faire du mal, mais il peut comme nous troubler. Et dans ce monde-là, la nuit, il y a 30 rêves récurrents qui sont ceux que les rêveurs ont fait, qui étaient tellement percutants, qui restent. Et là-dedans, il y a le change-face, qui est un des personnages principaux, qui est un être qui, lui, il est le rêve de quelqu'un. Il coud des visages, OK? Lui, il a juste comme... son visage, c'est comme un miroir avec juste un œil puis des dents dégueulasses. Puis lui, dans son monde, il coud des visages, OK? Comme le Leatherface, d'où la référence à Leatherface dans Massacre à la tronçonneuse. Et Ender, la nuit, il se promène là-dedans, puis il croise des rêves, puis il faut pas qu'il les regarde trop longtemps. Puis là, on comprend que pas Leatherface, parce que c'est pas lui, Change-Face a une obsession pour Ender, puis il voudrait comme l'utiliser pour quelque chose. C'est super compliqué à expliquer là, comme histoire. Et en même temps, le Ender, lui, vient d'une famille où son père a vécu un AVC. Son grand frère, qui est né en Turquie, lui, est allé faire son service militaire, puis il est revenu. Puis il est vraiment comme un bourreau, là, un gros douchebag épais. Puis il y a un petit frère aussi, qui est un petit génie de la robotique. Et il y a quand même des conflits entre les 3 frères. Puis... lui aussi, il y a comme un passé où son meilleur ami est mort, puis là, il se sent coupable, puis il y a des gens qui l'accusent d'avoir rien fait. Fait que toute cette histoire-là se mélange ensemble avec le monde des rêves, avec cet endroit-là, qu'on appelle une onirothèque onirique, qui est le monde des rêves, si ça vous intéresse comme mot. C'est un peu compliqué. L'idée était vraiment intéressante, mais j'ai l'impression que ça a été un peu partout en même temps. Moi, j'avais comme une impression d'un livre, peut-être plus pour les 13-14 ans, que pour adultes. Si t'enlèves toutes les scènes de sexe, évidemment. Tu sais, les petites critiques que j'avais, c'est que, tu sais, il y a beaucoup de descriptions, qui est correct en science-fiction, mais je trouve que ça alourdissait le récit. Et il y avait beaucoup de répétitions, genre... Tu sais, t'as d'un côté le frère et Ender puis son petit frère. Puis là, il y avait une intrigue qui était parlée entre Ender puis un personnage. Et là, on revenait au petit frère puis on répétait cette intrigue-là pour que le petit frère comprenne. Mais là, à un moment donné, moi, je suis la lectrice. Fait que tu sais, tu me répètes 2 fois l'intrigue. J'ai l'impression ça l'alourdissait. Il aurait fallu comme résumer pour comprendre que le lecteur l'a déjà compris. À certaines répétitions comme ça qui alourdissaient un peu. Donc, si j'ai trouvé la première partie quand même intéressante, qu'est-ce qui va se passer avec les rêves, puis l'autre qui semble y courir après. La deuxième partie, je trouvais que c'était un peu... ça allait trop partout. C'était vraiment comme une histoire de quête, un peu, je dirais pas prévisible, mais tu sais, des situations où est-ce que OK, on a peut-être un peu déjà vu ça. Écoutez, je vous laisse le découvrir. Moi, j'ai pas détesté, mais j'ai l'impression qu'il y aurait eu besoin d'un peu de peaufinement à cette histoire-là. Mais si vous êtes genre à aimer les histoires d'horreur de monstres, tu sais, physiques, là, tu sais, moi, j'aime peut-être un peu mieux l'horreur psychologique. Quoique physique me dérange pas non plus, mais là, j'ai l'impression qu'il manquait un petit peu de finesse dans tout ça. Ben, l'idée, elle est très bonne, elle est très intéressante. Si vous aimez les monstres, le visuel, des trucs comme ça, des créatures inventées, sorties de l'imaginaire. Donc, intéressant, mais pour moi, qui m'a pas satisfaite à 100%, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être un peu de travail à faire. Mais c'est ma critique. Si vous êtes assez naïf, faut penser que j'ai la raison absolue. Vous avez besoin d'aller voir un psychiatre parce que je n'ai pas la vérité absolue. Très intéressant, par contre, c'est un roman d'horreur queer. Ça, je trouve ça super intéressant qu'on sorte de l'ambiance hétérosexuelle homme-femme. Oui, le petit garçon a une quête dans son identité sexuelle, mais ce que j'ai aimé, c'est que des personnages étaient ouvertement queer. Et ça, c'est intéressant parce que j'aime quand on met l'idée comme l'homosexualité ou la bisexualité ouverte, comme si c'était pas un enjeu. Oui, pour le petit Ender, c'est un enjeu, mais pour d'autres personnages, ça n'en est pas. Comme si c'était quelque chose de tout à fait normal, tout à fait pas de problème, là. Tu sais, c'est correct des romans où on fait une quête de son identité, mais quand les personnages sont juste ce qu'ils sont, je trouve ça très bien. Aussi, qu'on intègre inclusivement que c'est un petit garçon d'une famille turque arrivé ici, puis je trouve ça intéressant qu'il y ait autant des références turques que des références québécoises. C'est une petite famille qui a grandi dans une idée de garder leur tradition, mais d'adopter un Québec aussi. J'ai trouvé ça super intéressant. Je trouve que c'est une belle inclusivité. Mais en gros, peut-être une petite déception. Voilà, c'est terminé pour l'épisode d'aujourd'hui. J'avais 2 lectures vraiment recommandées. Une où je suis plutôt mitigée. Je fais des bonnes lectures. Je me rends compte que tout ce que j'attrape des fois au hasard est vraiment, vraiment très bon, dont ça. Puis l'autre affaire, la semaine passée, que je vous ai parlé sur Marc Aurèle, l'empereur romain, le beau Marc Aurèle. Si vous voulez le découvrir, c'est l'épisode avant celui-ci.
Fait que oui, des bonnes découvertes. Puis merci encore de vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à écrire des commentaires, des questions, des suggestions si vous voulez me faire lire quelque chose. Je vous souhaite encore une bonne semaine pleine de bonnes lectures et on se revoit dans un prochain épisode. Au revoir.